Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, si certains sont excommuniés comme nos personnages du jour, d'autres peuvent être déchus de leur nationalité de naissance. Vous nous racontez l'histoire d'un scientifique norvégien qui a trouvé comment protéger les apatrides. Je vous laisse prononcer son nom. Oh là, c'est surtout son prénom qui est un petit peu... Il s'appelait Fridtjof, mais vous voyez, il y a un D et un T, donc là c'est un petit peu compliqué. Mais appelons-le Nansen, ce qui est son patronyme, et ça va me simplifier la vie. Oui, c'était un Norvégien, à la fois un scientifique et un homme d'action. Ça a été un très grand explorateur polaire. Et après avoir mené un certain nombre d'aventures, il est devenu homme d'État et diplomate. Et au lendemain de la guerre de 14, c'est lui que l'on charge du rapatriement des prisonniers. Mais avec cette question du rapatriement des prisonniers, il y a celle des réfugiés qui est absolument cruciale, parce que les traités de paix du lendemain de la guerre de 14 ont totalement redessiné non seulement la carte d'Europe, naturellement la carte du monde, pour ne pas dire charcuté. Donc dans de nombreux pays, par exemple, le premier exemple qui vient en tête, c'est celui de l'Autriche-Hongrie, gigantesque empire qui se trouve réduit à la portion congrue. Donc des centaines de milliers, des millions de réfugiés doivent quitter leur pays d'origine, et donc certains n'ont plus de nationalité, tout simplement. Alors que peut-on faire pour eux? Comment peut-on les aider à s'installer ailleurs s'ils n'ont même pas un document à présenter? Et c'est en particulier la situation des Russes qui va donner à Nansen en 1921, à ce moment-là, il a accepté d'être haut-commissaire aux réfugiés. C'est la situation des Russes, disais-je, qui va lui donner l'idée de créer un document spécifique. Parce qu'en décembre 1921, l'URSS vote un décret qui déchoit de la nationalité soviétique tous les éléments contre-révolutionnaires. Alors, les éléments contre-révolutionnaires au lendemain de la Révolution, tout le monde, en gros, les Russes blancs, tout à fait, Stéphane, mais aussi les bourgeois, intellectuels, commerçants, les koulaks. Les koulaks qui sont les paysans russes qu'on accuse d'avoir accaparé le grain, donc on les spolie, on les prive de leurs terres et on les persécute, on les laisse mourir de faim. Donc, tous ces gens-là fuient sans demander leur reste, les persécutions bolcheviques et la famille. Et ils se retrouvent dans une situation juridiquement absolument inextricable. Voilà ce qu'écrit Marina Gorbov, qui consacre un article à cette question. Ces réfugiés russes sont doublement apatrides. Le gouvernement soviétique n'étant pas reconnu par la France, aux yeux de la loi, le réfugié n'existe donc ni pour la France, ni pour le pouvoir soviétique, tout en demeurant sujet de l'Empire russe, bien que celui-ci ait disparu. Alors là, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Et voilà comment, il y a 100 ans, le 5 juillet 1922, Fridtjof Nansen, premier haut-commissaire pour les réfugiés de la Société des Nations, la SDN, crée un certificat d'identité pour permettre à ces réfugiés apatrides de voyager d'un pays à l'autre. Le passeport Nansen était de couleur verdâtre, vert pâle, raconte l'écrivain Nabokov qui en bénéficia lui aussi. Il était délivré pour 2 ans. Obtenu une première fois, il était renouvelable à vie et grâce au travail acharné de Nansen, il a été, ce passeport, reconnu dans plus d'une 50aine de pays. Nabokov lui trouvait que c'était vraiment un titre d'identité un petit peu au rabais. Voilà ce qu'il en dit. Son titulaire valait à peine mieux qu'un criminel libéré sur parole et devait passer par d'odieuses épreuves chaque fois qu'il voulait voyager d'un pays dans l'autre. Et plus les pays étaient petits, plus ils étaient tatillons. N'empêche que de nombreux Russes vont avoir bénéficié et utilisé ce passeport Nansen. Et après, ils prenaient généralement la nationalité des pays où ils arrivaient. Par exemple, Chagall, Stravinsky, la Pavlova dont vous nous avez parlé l'autre jour, Stéphane. Nabokov, que je citais à l'instant, lui deviendra américain en 1945, mais auparavant, il avait son passeport Nansen. Et certains ont conservé toute leur vie ce passeport Nansen. La princesse Vera Konstantinova de Russie, elle fut une apatride toute sa vie. Elle a refusé jusqu'à la fin de ses jours de prendre une autre nationalité que russe. Elle disait « Je n'ai pas quitté la Russie m'a laissé ». Mais oui, elle avait raison, bien sûr. Donc, elle n'a jamais voyagé qu'avec un passeport Nansen. Enfin, le passeport Nansen, il a fini d'être valable dans les années 40. Il a été étendu
aux Arméniens fuyant le génocide, en 1933 à toutes les minorités chrétiennes qui fuyaient l'Empire ottoman. Donc au total, on estime que près de 450 000 passeports Nansen ont été distribués pendant l'entre-deux-guerres. Et je le disais à l'instant, ils ont cessé d'avoir une valeur légale avec la disparition de la Société des Nations en 1946, qui a été remplacée par l'ONU. Et l'ONU, elle, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour répondre aux situations des réfugiés. En tout cas, mon Fridtjof Nansen, là, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1922, année même de la création du passeport Nansen. Et en 1938, c'est l'Office international Nansen pour les réfugiés qui reçoit le prix Nobel de la paix. Merci beaucoup Clémentine.